Super. Merci beaucoup. Bon, eh bien voilà, nous allons commencer. Merci à vous d'être donc présente et présent pour cette nouvelle séance des actualités de la recherche sur le structuralisme, avec un invité exceptionnel, hein, un invité particulier. Tous les invités sont exceptionnels, ça caractérise leur singularité. Mais donc là, nous avons aujourd'hui Frédéric Keck. Frédéric Keck est directeur de recherche au CNRS. Il est à la fois philosophe et anthropologue, et aussi, on pourrait dire, historien, philosophe. Enfin, il une sorte il a appliqué, on pourrait dire, des méthodes qui viennent de l'histoire de la philosophie Et des sciences. et des sciences aux sciences sociales. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés il y a Mhm. très longtemps, et en particulier à l'histoire de l'anthropologie. Donc, je suis très ému d'avoir Frédéric à mes côtés, car nous avons partagé la découverte de l'anthropologie, et l'anthropologie structurale en particulier. Donc, Frédéric Keck a commencé par une thèse sur Lévi-Brûle, et donc il était Monsieur Lévi-Brûle et j'étais Monsieur Lévi-Strauss, ça va un petit peu comme dans le film de Tarantino, il y a Mr. Orange, etc. Donc, Frédéric, qui est un homme de beaucoup de talent, a immédiatement embrassé la perspective structuraliste en fabriquant quelque chose d'original autour du problème de la participation chez Lévi-Brûle, mise en relation avec les analyses de Lévi-Strauss sur le totémisme, ce qui l'a conduit à faire un certain nombre de propositions sur l'anthropologie structurale. Puis ensuite, il s'est orienté vers l'anthropologie. Il faut dire qu'il avait déjà une sorte de double casquette ou de double filiation. Donc en France, on pourrait dire que pour les gens de ma génération, une personne qui avait une figure un petit peu tutélaire, c'était Bruno Carcinti dans l'histoire, disons, philosophique des sciences sociales. Mais par ailleurs, Frédéric Keck était à Berkeley, sous la direction de Paul Rabineau. Et on va voir, je crois, aujourd'hui, que cet héritage de travail de Paul Rabineau, qui était lui-même un élève de Michel Foucault, avec une longue réflexion sur la biopolitique, mais qui était un anthropologue, a conduit Frédéric à s'engager dans des travaux d'anthropologie des sciences, des techniques, des pratiques médicales, mais enfin de l'anthropologie au sens général du terme, à travers donc une série de recherches sur les virus. D'abord la grippe, il y avait un livre important qui s'appelait Un monde grippé, et puis d'autres ouvrages comme La Sentinelle des pandémies. Donc Frédéric, au moment où le COVID-19 a fait effraction dans l'actualité internationale, eh bien, Frédéric est devenu une personne absolument incontournable du débat public, car c'était en fait la seule personne dans le champ des sciences humaines et sociales qui avait fait des recherches, disons, de long terme et avec une telle ampleur sur cette question. Par ailleurs, il a été directeur de la recherche au musée du Quai Branly, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, bref, quelqu'un qui a assumé des fonctions administratives aussi dans le champ précisément de l'anthropologie. Et en fait, si je l'ai invité aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'il est de manière évidente quelqu'un qui pose la question de l'héritage du structuralisme. Donc notre série, c'est Actualité du structuralisme. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on a avec Frédéric Kay quelqu'un qui montre qu'il y a une actualité, des perspectives structurales pour aborder des questions éventuellement très contemporaines, comme la question des pandémies mais aussi parce que Frédéric, et malheureusement j'ai oublié de prendre le livre, et lui aussi, donc Frédéric vient de sortir un livre qui s'appelle Politique des zoonoses, Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques, donc qui est un livre qui est sorti en octobre de l'année dernière, en 2024, aux éditions La Découverte, et qui est un livre un petit peu synthétique, qui est vraiment un livre d'anthropologie, un petit peu comme par de la nature et culture ou des ouvrages comme ça qui sont un peu synthétiques qui propose une sorte de typologie, vraiment au sens anthropologie du terme, une typologie et une sorte de recaractérisation différentielle, contrastive, j'aimerais dire en tout cas, de la situation contemporaine, la nôtre, à partir de la question de ce que veut dire vivre avec les animaux. Et donc l'expérience pandémique eh bien, est réinscrite dans une perspective anthropologique avec des variantes ou on pourrait dire nous autres, Lévi-Straussiens et Lévi-Straussiennes, dans un groupe de transformation, autour de la question de ce que veut dire vivre avec les amis. Donc c'est vraiment une perspective structurale et structuraliste sur l'extrême contemporain que Frédéric Keck a développé donc dans ce livre que je vous recommande très vivement,
qui est vraiment un grand livre synthétique et qui en fait fait se rencontrer beaucoup de choses, mais notamment aussi Michel Foucault avec la thème de la biopolitique et Claude Lévi-Strauss avec une perspective, disons, d'une anthropologie structurale. On pourrait dire, j'ai résumé ce livre en disant, ce livre met les animaux dans la biopolitique de Michel Foucault, à l'intérieur de laquelle, en fait, ils sont bizarrement absents. Donc, ce seul geste permet de rouvrir un petit peu la question. Et si on a une sensibilité structuraliste, on peut l'ouvrir à travers tout un jeu de mise en variété. Voilà donc la présentation que je souhaitais faire de mon ami, mon camarade, mon complice, mon collègue Frédéric Keck, voilà, qui n'est pas pour moi n'importe qui dans l'histoire du structuralisme dionysiaque, mais quelqu'un avec qui j'ai fabriqué des recherches. Donc je te remercie vivement et nous te remercions, Jeanne et moi, d'avoir accepté de participer à ce séminaire et je te cède donc la parole. Voilà. Et quand tu me diras, je mettrai la chose en partage. Donc il y a un PowerPoint en partage pour les personnes qui sont en ligne. Je crois qu'on peut le mettre dès maintenant. Dès maintenant, vas-y, Ouais. vas-y, commence à parler, je le mets après. Alors, d'abord te remercier pour cette belle introduction. Mais alors, j'ai pris des mauvaises habitudes à force de travailler avec les sciences de la vie, c'est que j'ai besoin de PowerPoint pour parler à l'oral. Et donc, voilà, je voulais quand même commencer par commenter la couverture du livre. Et puis dire aussi que je suis très heureux de parler de ce séminaire, d'abord parce que je le suis depuis longtemps et que, effectivement, comme tu l'as dit, Patrice, cette idée d'une actualité du structuralisme par son histoire est une idée qui m'est chère depuis que nous discutons ensemble, c'est-à-dire quand même plusieurs dizaines d'années. Et puis, je suis très heureux d'intervenir après Catherine Malabou, puisque elle a posé cette question de l'actualité du structuralisme en philosophe à partir des sciences de la vie. C'est aussi ce que je vais essayer de faire. Et dans son cas, c'était plutôt la neurologie, les sciences du cerveau, et donc la santé mentale. Euh, et sciences des maladies causées par les microbes et en particulier de ces maladies qui se transmettent des animaux aux humains, donc ce qu'on appelle les zoonoses. Alors, je partirai cette couverture parce que il y a deux introductions dans ce livre. Il y a une introduction un peu thématique euh, où je dis, comme l'a très bien introduit Patrice, comment on pense la place des animaux dans la biopolitique, et donc comment lier Michel Foucault et Claude Lévi-Strauss. J'ai cette expression penser la biopolitique à l'état sauvage, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la pensée sauvage, donc ce livre de synthèse justement, un peu comme par de la naturiculture, où Lévi-Strauss essaye de rendre compte des opérations qu'il fait de la parenté au mythe à travers les relations entre humains, animaux et plantes. Donc penser la biopolitique à l'état sauvage. Et puis j'ai une deuxième introduction qui est un peu un clin d'œil à Bruno Latour dans ses exercices de métaphysique empirique, qui est à mon avis le livre le plus structuraliste. Politique des zoonoses, ça ressemble un peu à Politique de la nature, mais c'est quand même assez différent et même critique de Politique de la nature. Par contre, exercice de métaphysique empirique, Patrice l'a très bien montré, c'est un livre qu'on peut passer en mode structuraliste et qui commence par le récit d'une anthropologue qui se demande ce que c'est que d'écrire une montagne, si je me rappelle bien. Et Et tu parles d'enquête sur les modes d'existence. enquête sur les modes d'existence, qu'est-ce que j'ai dit? L'exercice fait pareil d'ailleurs. Oui, c'était le premier titre. Tu as bien raison. Exercice de métaphysique empirique? Oui, Et ben, c'est devenu enquête sur les modes d'existence. ça c'est en Voilà. 2006, après il a changé. Bon, enfin, en tout cas, pour revenir à mon livre et au petit clin d'œil à enquête sur les modes d'existence, je commence le livre en disant c'est une anthropologue dans un siècle essayait de résumer la Covid-19 en quatre objets techniques et quatre espèces animales. Euh, donc, elle montrerait dans une exposition, elle montrerait donc le masque, le vaccin, l'application qui permet de suivre les cas et le respirateur que nous n'avons pas réussi à mettre sur la couverture. Et puis quatre espèces animales qui retrace
un peu toute la courbe de la pandémie de Covid, puisque ça venait de chauves-souris, on en est sûr. C'est peut-être passé par les pangolins, mais c'est vraiment pas sûr. Euh, Ça a ensuite été transmis par les humains aux visons, et il y a eu un abattage. Au départ, ça devait être 12 millions, ça a été 3 millions de visons au Danemark. Et puis, on s'est rendu compte, je crois, de 2022, qu'un tiers des cerfs des États-Unis étaient positifs au Covid-19, ce qui rend impossible toute éradication du virus SARS-CoV-2, donc qui cause la Covid-19, puisqu'il est répandu chez les animaux sauvages. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on gère des pandémies, des virus pandémiques, pas simplement dans la petite lucarne où il concerne des humains, où là on a ces quatre objets techniques, mais dans ce grand écosystème où nous vivons avec des chauves-souris, des pangolins, des cerfs et des visons. Je peux rajouter que pour avoir les images complètes, que tout n'est pas sur la couverture, vous pouvez aller sur les temps qui restent et Oui, voir les bonnes tout à feuilles fait. du livre de Frédéric Kepp. On a des images Et beaucoup il y a plus des jolies. images plus complètes, jolies. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'accroche du livre, mais alors ça c'est un peu structuraliste aussi de faire des expositions avec justement bon, je vais pas aller sur Michel Foucault et les mots et les choses qui sont les plus structuralistes, mais il y avait un peu cette idée, un peu comme les classifications de Borges sur lesquelles part Foucault, c'est-à-dire bon, montrer une classification fictive, enfin pas fictive parce que c'est basé sur des savoirs réels, mais en tout cas qui fait réfléchir sur notre situation du point de vue de quelqu'un qui essaye d'organiser nos situations et qui serait dans un futur assez éloigné. Donc la question qui m'intéresse, c'est comment repenser la biopolitique à partir des zoonoses, à partir de ces maladies qui circulent des animaux aux humains et des humains aux animaux, et qui nous conduisent à penser que les animaux se vengent des mauvais traitements que nous avons à leur égard. Très intéressant parce que Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, a justement une analyse de la façon dont des maladies sont perçues par les Indiens d'Amérique du Nord comme le signe d'une vengeance des animaux ou des plantes. Et donc c'est une façon aussi de déplacer le débat sur la biopolitique qui souvent a deux versions opposées, soit une version, on va dire, complotiste, c'est l'État profond qui nous fait croire à des virus pour nous vacciner, nous faire rester chez nous. Soit c'est la version capillariste, c'est-à-dire nous avons du pouvoir qui circule entre les corps, nous sommes tous vigilants les uns par rapport aux autres et nous nous surveillons avec des applications, des masques, etc. Donc, comment on peut transformer la biopolitique en intégrant cette relation aux animaux non humains? Alors, donc, le livre se présente vraiment comme une discussion théorique du concept de biopolitique, et pour cela, je suis revenu aux origines du concept, hein, puisque ce n'est pas Michel Foucault qui a forgé le concept. Il le reprend de façon réflexive en 1976, donc, mais la première apparition, et ça c'est donc deux philosophes, Thomas Lemke en Allemagne et Roberto Esposito en Italie, qui ont bien établi cela. La première occurrence, c'est chez un géographe suédois, Rudolf Kjellön, qui est plutôt social-démocrate, mais qui a une conception de l'espace vital en 1920, si je ne me trompe pas, 1900, oui, qui va être ensuite reprise par les nazis. Donc c'est vraiment l'idée que il faut déplacer le débat politique de la relation entre un souverain et ses sujets pour étudier la relation entre une population et son espace vital. Alors, comme vous l'imaginez, cet usage nazi du concept l'a fait un peu décliner, puis il est revenu dans les années 70 avec tout le débat sur les limites de la planète, avec ce qu'on peut appeler une biopolitique social-démocrate, donc celle de Dietrich Gunst, et puis une politique plus chrétienne qui va s'interroger déjà sur les biotechnologies, l'usage des techniques de reproduction du vivant et les limites de l'homme dans l'intervention sur le vivant. Alors, ce qui est intéressant dans la reprise que fait Michel Foucault de ce concept, c'est que il va le dissocier en plusieurs éléments. Alors, d'abord, cette
idée qu'on passe du pouvoir du souverain sur ces sujets à la population sur un territoire, il va la formuler de façon un peu structuraliste. C'est une de mes grandes thèses, c'est que il n'y a pas un Foucault structuraliste et un Foucault post-structuraliste. Dans les textes sur la biopolitique, on voit que Lévi-Strauss n'est pas loin et quand il pense la transformation du pouvoir souverain en biopouvoir, il va utiliser des formules structurales. Donc passage du pouvoir de faire mourir et laisser vivre au pouvoir de faire vivre et laisser mourir. C'est presque une formule canonique du mythe où on inverse les termes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, il y a des éléments qui basculent. C'est pas juste un grand seuil et puis on a le sujet d'un côté et la population de l'autre. En fait, Foucault, qui est pas seulement philosophe mais historien, va nous dire que si le pouvoir souverain est réfléchi au XVIIe siècle, donc dans les textes classiques de Thomas Hobbes notamment, eh bien, il y a tout un ensemble de savoirs qui vont faire émerger d'autres techniques de pouvoir. Donc, d'une part, à la fin du XVIIe siècle, des savoirs sur les disciplines. Donc, c'est ce qu'il appelle l'anatomopolitique de l'individu. Alors, ça apparaît dans les techniques de direction de conscience, pardon, de confessionnaux, et ensuite ça va éclater au grand jour avec les calendriers dans les prisons, les écoles, les hôpitaux, l'emploi du temps, voilà, toutes les techniques par lesquelles on discipline des corps. C'est l'objet de surveiller et punir. Et puis, il dit, un petit peu après, il y a des savoirs de contrôle régulateur qui portent sur donc des ensembles vivants, mouvants, et ça va être notamment les troupeaux d'animaux, euh, comme on va le voir. Et puis, son idée, c'est que ces deux ensembles de techniques se convergent au 19e siècle pour former ce qu'il appelle un biopouvoir, avec notamment des experts, des psychiatres, des médecins, qui vont se pencher sur les corps, notamment dans des tribunaux. Voilà. Mais voilà, c'est un basculement qui s'opère quand même en deux temps. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ce basculement a ses fins entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Il va donner lieu à deux lectures contradictoires, voire orthogonales. La première, c'est celle de Giorgio Agamben, dans Le pouvoir souverain et la vie nue, qui est le premier tome de sa grande série Homo sacer, et qui va dire en fait ce basculement que Foucault décrit au 19e siècle, en fait, on peut le repérer déjà dans l'Antiquité romaine. Il y a un biopouvoir dans l'Antiquité romaine, mais ce biopouvoir est aussi un pouvoir souverain. Donc en fait, il dit le pouvoir souverain a toujours été un biopouvoir, et il appuie ce diagnostic sur la figure en grande partie fictive, puisque Giorgio Agamben, un peu proche de ces hypothèses Ariane Thomas, sur lesquelles les fictions juridiques disent beaucoup de l'imaginaire d'une société, c'est la figure de l'homo sacer, c'est-à-dire cet homme que on peut tuer mais pas sacrifier, qui va être mis au banc de la société. Et à partir de ça, il relie toute une discussion chez notamment Hannah Arendt sur la distinction entre bios et zoé. Zoé, c'est la vie nue, c'est une vie qui n'est pas qualifiée politiquement et qui est donc excluable. Et puis, toujours en Italie, Antonio Negri, alors dans un tout autre horizon de pensée, opéraïste, marxiste, alors que Agamben est plutôt heideggerien, benjaminien. Antonio Negri, avec son compagnon américain Michael Hart, va proposer le diagnostic selon lequel, en fait, ce passage du pouvoir souverain au biopouvoir s'effectue dans les années 1970 à travers le passage d'une économie fordiste à une économie post-fordiste, du travail matériel à un travail immatériel, du corps du peuple à la chair de la multitude. Donc, c'est toute une vision un peu romantique et en même temps extrêmement optimiste et intéressante de la digitalisation de l'économie, hein, de communautés d'affects qui se constituent sur les réseaux sociaux, qui fait que c'est par Antonio Negri que j'ai appris l'existence de Facebook
à peu près vers 2000, il avait fait un article dans Libération sur Facebook où il disait c'est formidable Facebook. Voilà, donc on a deux figures dans les années 2000, puis alors qui vont commencer des séries. Hein. Il va y avoir Empire, Multitude, Commun, et puis il va y avoir quatre ou cinq Homo sapiens. Mais si on schématise, comme c'est en fait des philosophies de la vie, pardon, c'est des philosophies de l'histoire, philosophie de l'histoire, qui se basent sur des figures de la vie, donc la vie nue chez Agamben, et une philosophie de l'histoire très sacrificielle. Hein. Et puis, chez Negri, la figure de la multitude et une philosophie assez progressiste. Hein. Il y a au fond un progrès d'une économie fordiste à une économie post-fordiste. Alors, je me suis amusé, c'était un article que j'avais publié dans l'Homme en 2005, je crois. Je me suis amusé à ramener ces deux philosophies complexes, subtiles, passionnantes, à deux axes de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, c'est-à-dire, j'ai fait un petit livre sur la pensée sauvage où je montre que, en lisant le chapitre intitulé Le temps retrouvé, qu'il y a Lévi-Strauss essaie de concilier dans la dialectique de la pensée sauvage un axe sacrificiel et un axe horizontal, qui est pour lui celui du totémisme, du passage, disons, nature-culture. Et voilà. Et donc, je propose de lire ces figures, Binus, Zoé ou multitude, travail immatériel, des communautés digitales, bah, sur plusieurs axes, justement. C'est ça qui est intéressant dans la pensée sauvage, c'est que c'est une pensée qui décompose les contradictions dans la réalité pratique pour les amener à des axes de plus en plus abstraits d'une pensée mythique ou dualiste. Alors, ce diagnostic, en fait, c'est celui qu'a fait deux anthropologues. Alors, sans doute pas aussi explicitement que je viens de le faire, mais tous deux lisent Agamben, Negri et essayent quand même de faire un travail anthropologique plutôt que des philosophies de l'histoire, c'est-à-dire de mener des enquêtes sur des lieux où des vivants, justement, sont recomposés par des technologies en rapport avec d'autres vivants. Alors, le travail de Fassin, qu'il a notamment mené avec Dominique Mémy, hein, dans l'ensemble de publications bien synthétisées dans ce livre de 2004, Le gouvernement des corps, il porte surtout sur les questions de bioéthique, c'est-à-dire sur l'ensemble des mesures, des protocoles qu'on impose aux humains dans les situations de fin de vie, de début de vie, d'urgence. Donc voilà, notamment l'euthanasie, l'avortement, l'accueil des sans-papiers. Et donc, c'est vraiment du faire vivre et laisser mourir au sens où il y a des opérations de tri. Et pour qu'un vivant soit reconnu comme un sujet légitime dans ce grand biopouvoir, eh bien, il faut qu'il raconte des récits sur soi. Et c'est ce que Fassin appelle la biolégitimité. Dans un autre domaine, donc c'est Paul Rabinow à Berkeley et Nicholas Rose à Londres, ces anthropologues vont s'intéresser plutôt aux biotechnologies, hein, non pas aux formes de légitimation que produit la bioéthique, mais vraiment au travail des biologistes. Alors chez Rabinow, ça va être plutôt justement tout domaine de la biologie de synthèse, de la cartographie du génome, et chez Nicole Shaw, c'est tout le domaine de la santé mentale, des diagnostics de prédisposition génétique. Mais ce qui les intéresse, donc c'est un article qu'ils ont publié Biopower Today en 2006, ce qui les intéresse, c'est justement de voir les différents axes dans lesquels se déploient ces biotechnologies, donc au-delà de toutes les controverses sur est-ce que c'est une réinvention de la race, est-ce que ça reforme le sujet dans ce rapport, en rapport avec des États néolibéraux. Ils disent il y a deux axes intéressants. Alors il y a un axe assez optimiste, c'est ce qu'ils appellent la biosocialité. C'est des individus qui évaluent les risques de leur conduite par leur prise en charge médicale. Bon, par exemple, des patients atteints du sida ou de la myopathie qui se constituent en collectif, qui vont se saisir du savoir pour le co-construire, comme on dit en STS, avec avec les scientifiques. Et puis, donc ça, c'est l'axe, c'est un peu l'axe horizontal, hein.
C'est l'axe où effectivement il y a du progrès. Et puis il y a un axe beaucoup plus vertical, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus oppressant. C'est ce qu'ils appellent la biosécurité. Et ça, c'est un ensemble de techniques qui émergent dans les années 2000, notamment autour du 11 septembre 2001, mais qui en fait résultent de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est le moment où on se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si une bactérie dans un laboratoire de l'ex-Union soviétique était utilisée par Ben Laden dans une grotte? Et donc, c'est des mesures de biosécurité qui donc protègent les laboratoires du risque d'accident dans le flux de matériel biologique. Alors, donc tout ça est très intéressant. Ce qui est un peu, disons, insatisfaisant pour moi, qui part du problème des zoonoses, c'est qu'il n'y a rien sur les animaux. Alors, Rabidon a quelques petites pages intéressantes sur le fait que quand on cartographie l'ADN humain, on se rend compte qu'on a beaucoup d'ADN commun avec les singes ou avec les souris. Et puis on cartographie l'ADN des virus. Et donc maintenant, il y a toute cette idée du microbiote. On se rend compte que nous sommes 95% de notre corps, c'est du virus de microbes, enfin, c'est du gène de microbes, virus, parasites, etc. Donc ça, c'est intéressant déjà, ce débordement de l'humain. Alors, chez Fassin, c'est quand même très humaniste, hein, justement, tous les moments d'animalisation des humains sont considérés comme de la dégradation. Et ça, il y a toute une littérature foucaldienne qui va dans ce sens-là. Et donc, la question, c'est comment on peut penser des épidémies qui passent des animaux aux humains à partir de Foucault. Alors, pour ça, il faut regarder qu'est-ce qu'a écrit Foucault sur les épidémies. Alors, c'est assez connu que Foucault était un fin connaisseur de l'histoire de la médecine, hein, par sa thèse avec Canguilhem, et la naissance de la clinique. Et puis, au moment où il fait ses leçons sur justement la biopolitique en 1976 et dans les années suivantes, il y a des éléments très intéressants sur l'hygiène publique, en fait, la santé publique au 19e siècle. Et donc, il dit que l'hygiène publique, elle apparaît avec les épidémies, notamment la grande épidémie de choléra de 1830 à Paris. On a une cartographie des quartiers en fonction de leur exposition au bacille du choléra, à l'épidémie. Et donc, il dit, voilà, avec tous ces savoirs statistiques, cartographiques, les épidémies ne sont plus craintes comme des punitions divines, mais ça devient un souci pour les endémies. Hein, donc, c'est plus une mort multipliée et imminente, mais il dit, c'est une mortalité, voilà, la mort permanente qui glisse dans la vie, la ronge perpétuellement, la diminue et l'affaiblit. Alors, ce passage m'intéresse parce que la notion d'endémie, Foucault l'utilise de façon métaphorique ici pour dire, en fait, c'est pas une épidémie qui vient d'ailleurs. Parce que l'épidémie, c'est vraiment, il y a un foyer, et puis à partir du foyer, ça diffuse. Et donc, ce foyer, c'est le lieu où il faut revenir pour contrôler l'épidémie. Il dit non, l'épidémie, en fait, est une endémie, et ça circule, c'est déjà là, et donc il faut compter les morts, et c'est pas la mort qui s'abat sur l'individu, c'est la mortalité qui circule. En fait, la notion d'endémie, c'est une notion qui apparaît dans la médecine tropicale, et qui apparaît justement pour des maladies qui circulent chez les animaux. Et c'est les médecins tropicaux qui se demandent comment ils vont pouvoir contrôler les endémies du type la fièvre jaune à Panama avec des moustiques. Donc il y a déjà toute une exclusion de la médecine tropicale par Foucault et de ce savoir des climats tropicaux. Foucault s'intéresse au milieu, hein, il fait ce qu'on appelle une sorte de mésologie, mais il s'intéresse au milieu urbain. Voilà. D'autre part, Foucault dit l'Académie française de médecine est née non pas d'une épizootie, pardon, est née d'une épidémie, d'une épizootie et non d'une épidémie. Je crois que c'était la peste bovine dont parlait Foucault au XVIIIe siècle. Et c'est justement l'idée que faire de l'hygiène publique, c'est surveiller les animaux, pardon, c'est surveiller les humains comme des animaux, comme des troupeaux, c'est compter les humains. Euh, et donc là, mais en même temps, Foucault utilise très peu les savoirs vétérinaires et écologiques qui sont en jeu dans justement ces épisodes aussi. Alors, il y a les grandes oppositions que fait Foucault entre la lèpre qui enferme les malades comme des marginaux et la peste qui conduit à quadriller les villes pour surveiller la population, mais il ne parle pas de la transmission de la peste par les rats, qui est un problème très intéressant du début du XXe siècle. Et puis, il a tout un séminaire en 1978 sur les techniques de vaccination, mais en fait, il parle plutôt de la variolation, c'est-à-dire la transmission de la variole d'une personne à une autre, en général par le bras.
Et il n'écrit rien sur Jenner, qui est le médecin anglais qui va observer la transmission, ou plutôt l'immunisation des éleveurs anglais quand ils traient leurs vaches, puisque c'est la vaccine qui immunise les humains contre la variole. Donc voilà, il y a chez Foucault une sorte d'ignorance des savoirs sur les animaux, et il ne dit rien sur le concept de zoonose qui apparaît en 1855 pour la trichinose, qui est une maladie qui se transmet de la viande de porc aux humains, et que Rudolf Virchow, donc le fondateur de la santé publique en Allemagne, analyse au laboratoire en montrant qu'on trouve le même parasite dans la viande de porc et chez les humains. Foucault parle très peu de la tuberculose aussi, qui est une autre zoonose, puisque c'est un bacille qui se transmet des bovins aux humains par la consommation de lait. Alors, à partir de là, de ce constat, que Foucault finalement accorde peu de place aux savoirs animaux et aux savoirs de la médecine tropicale, qui au contraire sont au cœur de cette notion de zoonose, puisqu'il faut comprendre comment les maladies se transmettent des animaux aux humains, notamment des animaux domestiques, type bovins ou porcins, mais aussi donc par des animaux sauvages, des moustiques, des rats, etc. Euh, alors, si on dit ça, que Foucault s'intéresse peu à ces savoirs-là, on peut faire une objection qui est quand même, il y a des métaphores animales chez Michel Foucault, et il y a notamment cette notion de pouvoir pastoral. Très grande conférence que fait Foucault à Stanford en 1979. C'est les Tanner Lectures. C'est assez intéressant parce que les Tanner, on le sait peu, mais c'est une secte mormone qui finance des conférences sur les human values. Et donc Foucault fait sa conférence sur les human values. Il est très en discussion avec René Girard à ce moment-là, qui lui-même est à Stanford, et donc il parle du sacrifice. Il dit, ben voilà, il y a une technique de pouvoir qu'on n'a pas suffisamment étudiée, c'est la technique par laquelle un berger va surveiller son troupeau. Et donc, voilà, c'est un pouvoir mouvant, hein. C'est pas le pouvoir du souverain sur sa terre, c'est le pouvoir d'un berger qui suit son troupeau. Enfin, on ne sait pas si le troupeau suit le berger ou le berger suit le troupeau. Le berger, donc, il est au-dessus de son troupeau, il le rassemble, il le guide, il le conduit. Il vise le salut de son troupeau. Alors à la fois au sens où il faut amener le troupeau vers le lieu où il sera heureux, ça c'est la dimension un peu spirituelle, mais aussi où il faut prendre soin du troupeau quand il est malade. Et alors quand il est malade, le troupeau, bah, soit on soigne la brebis malade, et parfois on la sacrifie, soit si on n'arrive pas à soigner la brebis malade, eh bien le berger va se sacrifier lui-même. C'est ça qui est beau dans le pouvoir pastoral, c'est que il se confronte à une limite. Hein, c'est qu'à un moment il n'arrive plus à assurer le salut de chaque brebis individuellement. C'est un pouvoir à la fois sur la totalité du troupeau et sur la singularité de chaque brebis. Donc, il faut connaître dans toutes les formes de son organisme. Et donc, si à un moment ça échoue, eh bien, le berger peut se sacrifier lui-même. Donc, ça, c'est toute la matrice du christianisme. Et donc, Foucault retrace comme ça une grande généalogie depuis la figure du berger, Abraham dans la Bible, jusqu'à Jésus et jusqu'à toutes ces figures de direction de conscience qui lient au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, j'ai beaucoup utilisé assez tôt, en fait, dans mes recherches anthropologiques, le travail de Grégoire Chamaillou, qui est un philosophe foucaldien, parce qu'il a rajouté à la généalogie du pouvoir pastoral chez Foucault une autre généalogie qu'il appelle le pouvoir synégétique. Alors, c'est pas très joli, le pouvoir synégétique, ça vient du... Oui, mais en fait, c'est un mot on a du mal à mémoriser parce que syné, synos, enfin en grec en tout cas, c'est le chien. Donc c'est le chien du chasseur. Mais on peut dire le pouvoir de la chasse. Mais en tout cas, c'est un pouvoir dont il retrace la généalogie à la figure de Nemrod, le roi chasseur, dans la Bible. Et alors c'est une figure souvent
négligé, hein, mais qui va avoir toute une généalogie, notamment dans la justification par les Espagnols de leur pouvoir de conquête en Amérique du Sud, puisque donc le pouvoir de conquête des Indiens et ensuite d'arrivée des premiers esclaves d'Afrique, puisque le roi Némrod, c'est un roi qui chasse des esclaves en un double sens, c'est-à-dire qu'il les chasse pour les accumuler, et puis quand il y a des esclaves qui s'enfuient, parce que l'esclave par définition veut s'émanciper, eh bien il peut le poursuivre. Et puis, quand il trouve que ces esclaves sont vraiment trop mauvais, eh bien, il les détruit. Hein, donc, c'est un des sens de chasser. Et puis, quand il peut, il les réintroduit. Donc, il les chasse au sens donc à la fois poursuivre, détruire et accumuler. Voilà. Donc, les formules de Chamaillou, un double problème, comment les attraper, comment les retenir une fois capturés. Euh, Bon, puis ensuite, Chamaillou poursuit jusqu'à les chasses à l'homme, dans la France de la fin du 19e siècle, et dans la chasse aux sans-papiers au 21e. Bon, c'est une généalogie très large, hein, avec sans doute des médiations manquantes, mais elle est inspirante parce que c'est une alternative au pouvoir pastoral, au sens où le pouvoir pastoral est un pouvoir d'en haut. C'est un pouvoir basé sur la supériorité et sur l'irréversibilité des positions. C'est-à-dire que la brebis ne peut pas devenir berger. C'est pour ça que le berger, la seule solution qui lui reste s'il échoue dans son pouvoir, c'est de se supprimer lui-même. Au contraire, dans le pouvoir synégétique, il y a, on peut dire qu'on est dans une immanence, au sens où les positions sont horizontales et réversibles. C'est-à-dire que le chasseur peut toujours devenir la proie de sa proie. Et donc, c'est ce qui hante l'esclavagiste, c'est que quand il chasse ses esclaves, il peut toujours devenir alors, l'esclave de son esclave, ou en tout cas être détruit par le vivant qu'il poursuit. Et ça, on en trouve beaucoup de traces dans les archives coloniales, justement. Alors, Achille Mbembe a repris cette idée pour penser ce qu'il appelle la nécropolitique en Afrique. C'est un jeu autour de nécro, c'est-à-dire pouvoir de la mort, et négro, c'est-à-dire un pouvoir qui passe par la racisation, par la colorisation de la proie, justement. Bon, c'est intéressant parce que Chamaillou avait plutôt parlé de l'Amérique du Sud, Mbembe dit des choses très intéressantes sur l'Afrique, il revient sur sur la dialectique du maître et de l'esclave, toute une figure de la hantise qui m'intéresse beaucoup chez Mbembe, mais bon, je vais passer un peu vite. Et puis, je voulais mentionner dans cette diapositive le travail fait par Elisabeth Povinelli, qui, elle, introduit le biopouvoir en Australie avec des communautés aborigènes, qu'elle suit depuis des années, notamment dans leurs conflits avec des entreprises minières. Et elle pose la question, qu'est-ce que c'est que le biopouvoir pour des sociétés qui affirment qu'elles ont des ancêtres communs avec la Terre, c'est-à-dire que la Terre porte les traces de leurs ancêtres, en fait. C'est ça le totémisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Povinelli joue avec cette anthropologie du totémisme, justement, où Spencer et Gillen disent, bah voilà, ils font des sacrifices à la terre en mangeant des chenilles, et donc c'est que la terre est leur ancêtre, etc. Et elle dit, bon, c'est pas tellement du totémisme, c'est plus proche de l'animisme au sens de Ingold, c'est-à-dire qu'ils arrivent à penser que la terre est vivante, et donc voilà, elle reprend des grandes figures que Foucault rapporte dans son histoire du biopouvoir et elle dit c'est pas c'est pas la femme hystérique, l'enfant masturbateur, l'adulte pervers et le couple malthusien, mais ça va être d'autres figures, les fantômes. Pardon, non, ça c'est pas une figure. Attendez, voilà, le désert, l'animiste et le virus. Le désert, l'animiste. Et je laisse la dernière citation sur les fantômes, même si on peut y revenir. Alors, j'en arrive à mon propre travail, puisque tout ça, c'est quand même une grande généalogie où je saute à la fois dans le temps et dans l'espace. Hein, désolé
les anthropologues peuvent se permettre ça au bout d'un certain temps. Mais ce qui m'a permis quand même de faire ces grands sauts, c'est que j'ai passé un certain temps, ou une certaine durée plutôt, avec un groupe. C'est ça l'ethnographie. On travaille avec un groupe et puis au fur et à mesure qu'on les fréquente, on en arrive à partager leur mode de vie, leur imaginaire, on comprend leur organisation sociale. Donc moi, mon groupe, c'est pas des Indiens d'Amazonie, c'est des microbiologistes qui vivent à Hong Kong. Alors, ils viennent d'un peu partout, hein. Il y a des Australiens, des Indiens, un Sri Lankais, des Chinois, des Hongkongais, ce qui est quand même assez différent. Et donc, leur travail, eux, depuis 1997, c'est-à-dire depuis la rétrocession de la colonie britannique de Hong Kong sous souveraineté chinoise et l'émergence du virus de grippe aviaire H5N1, depuis 1997, ils suivent les virus qui passent des animaux aux humains. Alors, ça a été d'abord la grippe qui passe des oiseaux aux cochons, donc oiseaux sauvages, volailles domestiques, cochons, humains. Et puis, à partir de 2003, ils ont suivi les coronavirus, très différents des virus de grippe, qui passent des chauves-souris, ça on le sait depuis 2003, aux animaux sur les marchés chinois, pangolins, alors pangolins, pas vraiment, mais chiens vivérins, civettes, donc des animaux avec lesquels il y a un contact beaucoup plus proche qu'avec les chauves-souris, et puis aux humains. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fréquenté Shou Zhengli, qui est la directrice de l'Institut de virologie de Wuhan, qui travaille avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en 2004, après la crise du SRAS, Pékin a voulu avoir un laboratoire comme celui de Hong Kong qui surveille les mutations des virus, Ebola, grippe, coronavirus. Et donc ils ont mis ça à Wuhan, en plein centre de la Chine. Bon, manque de peau. Il y avait un marché, il y avait aussi un laboratoire, et puis il s'est passé ce qui s'est passé en 2019. Et on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, le scénario catastrophe qui était attendu depuis 1997 s'est réalisé, c'est-à-dire un virus qui vient de Chine et qui se transmet au reste du monde. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce scénario apocalyptique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'ils font au quotidien quand ils vont. Alors, ils font deux choses, si on peut dire. Ils vont d'abord prélever des animaux. Donc, la Shojongli, elle fait des prélèvements sur des chauves-souris dans des grottes. Et puis, ceux avec lesquels je travaille à Hong Kong, ils vont plutôt sur les marchés pour faire des prélèvements sur des canards, des oies, des poulets. Et puis ensuite, ils mettent ça dans des congélateurs parce que ça stabilise l'échantillon. Et ensuite, ils séquencent génétiquement le virus et ils comparent les souches de virus pour voir s'il y a des sauts, hein. C'est vraiment tout un problème de biologie darwinienne. Est-ce que c'est des mutations, est-ce que c'est des shifts, des drifts? Est-ce que c'est des mutations continues ou discontinues? Très structuraliste, mais c'est évolutionniste. Et donc, quand il y a un drift, c'est-à-dire une cassure génétique, et ou ils disent aussi parfois un saut d'espèce, là, ça peut déclencher une pandémie parce que les humains n'ont pas de immunité contre ces virus, alors que quand ça mute tranquillement chez les animaux, c'est assez proche des choses auxquelles on est habitué. Donc, eux, leur but, c'est de lancer l'alerte quand ils voient un drift, quand ils voient une discontinuité. Donc, c'est pour ça qu'ils font des arbres pour repérer des branches discontinues. Alors, dans un premier temps, donc dans un livre publié en 2020, en anglais, Alien Reservoir, hein, c'est en français, Les Sentinelles des pandémies, et j'avais toute une discussion avec mon collègue Lakoff, qui est un élève, on peut dire un disciple comme moi, de Paul Ramino, qui travaillait sur cette hypothèse justement de comment s'articulent la biosocialité et la biosécurité. Et donc, il s'était lancé dans une généalogie des techniques de préparation aux pandémies. C'est-à-dire qu'il s'est demandé qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tous ces dispositifs d'alerte qui apparaissent dans les années 80, avec le sida, Ebola, et puis ensuite la grippe, où on se dit, l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, va lancer l'alerte sur un virus qui apparaît sur un singe en Afrique centrale ou sur un marché au poulet en Chine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Bah, ils disent finalement c'est pas très nouveau parce qu'en fait c'est une recomposition de techniques de préparation aux attaques nucléaires qui apparaissaient déjà dans les débats sur la dissuasion donc des années 1950. Et alors, ce qui est assez beau, là aussi c'est assez structural peut-être, c'est que ils repèrent donc des techniques et ils montrent comment elles se transfèrent. Donc il y a trois techniques. Alors, eux, ils en font un peu plus, mais moi j'aime bien dire qu'il y en a trois. Trois techniques de préparation aux catastrophes donc, qui apparaissent dans les années 50 aux États-Unis et qui basculent à la fin de la guerre froide vers la santé globale. C'est les sentinelles, les simulations et le stockage. Alors moi, ce que je dis, c'est que, et à partir de ça, ils font un diagnostic un peu foucaldien qui est de dire, bon, ben, comment on réorganise la santé globale quand on prend plus soin des populations à partir de risques avérés de type variole, par exemple, ou tuberculose, mais quand on anticipe des événements catastrophiques comme si c'était des attentats terroristes ou des attaques nucléaires. Donc c'est ça leur question. Alors moi, je pose une question un peu différente qui est basée sur l'ethnographie de ces biologistes hongkongais, qui est qu'est-ce qui se passe quand le pouvoir n'est plus pastoral mais synégétique. Et donc quand je dis que c'est un pouvoir synégétique, c'est parce que mes biologistes, ils se préoccupent pas du tout de sauver le monde contre une pandémie. Ce qui les occupe le plus, c'est de savoir ce qui se passe quand une chauve-souris rentre dans une ville comme Canton, Hong Kong, Wuhan ou un oiseau. Et donc, c'est ce que je dis, mais je me base quand même sur des discussions avec eux. Ils prennent le point de vue des animaux sur des maladies que nous avons en commun avec eux. C'est ça qui est beau dans les zoonoses, en quelque sorte, c'est que ça nous oblige à anticiper des maladies qui vont nous arriver par des maladies qui touchent déjà des chauves-souris ou des oiseaux. Alors, comme elles ont pas, comme les chauves-souris ou les oiseaux n'ont pas le même système immunitaire que nous, ils sont pas malades comme nous, mais quand même, ils sont infectés. Donc, c'est cette possibilité d'utiliser le virus comme un point de vue ou une perspective sur le corps des animaux non humains. Et donc, à ce moment-là, je dis, eh ben, il y a une transformation des techniques de préparation. C'est-à-dire qu'on prépare effectivement une catastrophe qui vient des non-humains, mais on la prépare en prenant le point de vue des animaux, c'est la sentinelle. On imite les animaux. Il y a des biologistes comme ça qui disent, j'imagine que je suis une chauve-souris par où je passe, ou j'imagine que je suis un rat, ou j'imagine que je suis un oiseau, comment j'arrive dans cette ferme, dans ce marché. Et puis, alors, il y a le stockage. Bon, je vais passer vite là-dessus, mais je distingue deux formes de stockage. Le stockage prioritaire, c'est tout le débat qu'on a eu sur les vaccins, les masques, c'est-à-dire là, pour le coup, des autorités sanitaires qui disent, face à une pandémie, on a des ressources, mais il va falloir trier et puis, mes biologistes, eux, ils font du stockage ordinaire. Ils appellent ça storage et pas stockpiling. C'est-à-dire que eux, et ça, c'est un peu les distrociens aussi, c'est du bricolage, ils disent tout est bon, on accumule, on prend tous les virus qui viennent de tous les animaux possibles et on trouvera toujours des combinaisons. Et c'est ça qui nous permettra justement de repérer la nouveauté d'un virus. À partir de là, j'ai encore une hypothèse, et ce sera mes deux dernières diapositives. J'ai encore une hypothèse parce que, et en fait, c'est la question du stockage qui m'y a amené. Alors, donc dans un premier temps, vous voyez que je compare un peu mes biologistes vraiment à des chasseurs, au sens où c'est des chasseurs de virus qui visent à prendre le point de vue des animaux, accumuler des échantillons. Mais ils ont aussi un autre problème qui n'est pas un problème justement de chasseurs au sens qui a été étudié en Amazonie ou en Sibérie, qui est un problème de synchronisation ou de congélation. C'est-à-dire que leur problème, c'est que toutes les épidémies ou tous les virus épidémiques, disons, du XXe siècle, soient conservés dans leur congélateur. C'est un problème d'archive, si on veut. Et, euh, et c'est ça qui leur permettra justement de repérer la nouveauté d'un virus pandémique par rapport à tous ceux qui existent déjà. Alors, pour penser cette technique d'archivage ou de congélation ou de conservation, j'ai utilisé le concept de cryopolitique qui est mobilisé par deux historiennes
et anthropologues des sciences, donc Emma Koval, qui travaille en Australie, et Joanna Radin, qui travaille en Amérique du Nord. Et alors, c'est un très beau livre auquel j'ai eu la chance de participer, Cryopolitics, Frozen Life in a Melting World. Donc, qu'est-ce que ça implique de congeler la vie dans un monde qui se réchauffe? Donc, c'est bien sûr l'imaginaire de la cryogénie, c'est-à-dire des riches citoyens américains qui se congèlent dans l'espérance que après la catastrophe, il y aura des techniques pour les ramener à la vie. Alors ça, c'est délirant, mais en même temps, ça fait partie de ce qui alimente la machine cryopolitique. Il y a aussi ceux qui vont conserver dans le froid des carottes de glace pour documenter le réchauffement climatique. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour de l'Arctique. C'est ça l'origine du terme, hein. C'est toute la géopolitique de l'accès des grandes puissances aux ressources de l'Arctique. Il y a aussi ce qui se passe dans les laboratoires, puisque là, c'est le travail de Anna Landecker qui montre que tout ce qui se passe dans les laboratoires dans les années 1930 pour synchroniser justement le vivant, euh, eh bien, c'est possible parce que depuis 50 ans, il y a eu des techniques de congélation qui ont pour but la fourniture d'alimentation, notamment tout ce qui s'est passé autour de Chicago avec la chaîne du froid, donc analysée par William Cronon. Voilà, donc je rassemble, j'ai même cité dans cette diapositive un très beau livre sur l'arrivée de la glace au sens alimentaire, de l'alimentation de la glace à Hawaï, et qu'est-ce que ça fait pour des gens donc, dans un climat tropical de manger de la glace comme des Américains. Bon, c'est un très beau livre qui s'appelle Cooling the Tropics, que je vous recommande. Mais en tout cas, c'est un domaine qui est en train de se consolider. Il n'y a pas de cryopolitics studies encore, mais c'est un domaine dans les STS qui commence à devenir. Et alors, ça a beaucoup d'impact justement pour penser tout ce qui se passe dans les musées, les réserves naturelles, les espaces où on conserve du vivant justement et où on congèle le vivant pour faire face à des catastrophes futures. Alors, ça me permet d'arriver à mon tableau final, qui est donc complètement structural. Alors, dans ce tableau, j'essaye de synthétiser euh, les analyses du biopouvoir par Michel Foucault, et je rajoute deux cases. C'est assez simple hein, comme opération. Foucault nous a dit en 1976, bon, le biopouvoir, il y a deux formes. Il y a l'anatomopolitique du corps humain, c'est la discipline, c'est individualisant, et il y a la biopolitique des populations. Là, c'est plutôt collectivisant. Et donc là, on est dans les deux cases en haut à droite, hein. Et je dis, bon, bah, avec ça, on a à peu près ce que Bourdieu appelait la main droite et la main gauche de l'État, c'est-à-dire l'État-nation, celui qui discipline les individus, dans des casernes, des écoles, des prisons, avec des savoirs psychiatriques qui amènent les individus à cultiver leur intériorité, leur sentiment de nationalité. Et donc ça, c'est l'État-nation. Voilà. Et puis de l'autre côté, ben, la biopolitique des populations, alors elle s'accompagne d'un savoir qui est l'hygiène, qui va devenir la santé publique. Elle se développe surtout dans les villes et elle donne lieu à l'État-providence, c'est-à-dire un État qui est capable de prévoir par des calculs statistiques les maladies qui vont affecter les populations en fonction de leur organisation interne. Alors, par rapport à ça, Foucault nous dit, bah, ça, c'est les deux formes modernes du biopouvoir. Alors, par rapport à ça, je dis, il y a deux formes pré-modernes. Alors, Foucault ne dit jamais les choses aussi nettement parce que il avait des espèces de fulgurances comme ça à la fin de sa vie et puis il est parti. Euh, mais si on voulait un peu systématiser ce qu'il nous a raconté, on pourrait dire le pouvoir souverain, c'est la forme prémoderne de la discipline, puisque le pouvoir souverain, c'est une technique par laquelle un souverain sécurise un territoire en suppliciant un criminel, considéré comme un ennemi, hein, donc en le détruisant. Donc là, c'est bien faire mourir et laisser vivre. Et puis, tout ce que Foucault nous raconte sur le pouvoir pastoral, c'est quand même une généalogie de la biopolitique des populations, c'est pas une généalogie de la discipline. Puisque c'est effectivement le pouvoir du berger sur son troupeau, c'est un pouvoir qui repose sur cette capacité de surveillance, mais aussi de sacrifice, qui vise à assurer non pas la santé, mais le salut du troupeau. Mais enfin, le salut, c'est quand même une forme prémoderne de la santé, parce que ça s'embarrasse pas de chiffres, mais l'idée, c'est quand même de conduire le troupeau vers le bien.
Donc voilà, il faut accepter déjà que je ramène un ensemble de propositions foucauldiennes dans ces quatre termes. Et à partir de là, on n'a pas trop de difficulté à avoir la symétrie. Alors, ce qui est un peu violent, c'est de rajouter deux cases. Alors, je le rajoute parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments manquants dans les généalogies foucaldiennes. Donc, il y a la case prémoderne du pouvoir synégétique. Ça, c'est ce que Chamaillot ajoute en disant, alors, j'utilise les travaux des anthropologues pour dire, le pouvoir synégétique, c'est un pouvoir de faire l'animal et différer la mort. Non, et encore, ça a changé. J'ai pas la diapositive la plus récente. C'est faire l'animal et déléguer la mort. Déléguer la mort. Au sens où, justement, le chasseur ne va jamais dire qu'il tue lui-même sa proie. Il va toujours dire c'est le couteau, ou c'est l'esprit des animaux qui a bien voulu que je m'approprie cette chair, etc. Alors, ça se diffuse par l'esclavage, c'est une technique enfin, c'est un discours justifiant l'esclavage, disons. Alors, j'utilise la notion d'abondance plutôt que enfin, pour avoir un équivalent de salut et de sécurité, parce que vraiment, c'est l'idée de s'asseoir sur un stock d'esclaves. Et j'appelle ça un réservoir aussi, au sens où il y a, bon, j'ai beaucoup de passages dans le livre sur les réservoirs animaux. Et alors, je me dis, si le pouvoir synergétique, c'est la forme prémoderne, à ce moment-là, sa forme moderne, c'est-à-dire à partir de l'invention de la chaîne du froid, c'est la cryopolitique. Et, euh, et donc, j'appelle ça faire vivre et ne pas laisser mourir les collections. Et en fait, je crois, dans la dernière version, c'est faire vivre et différer la mort des collections. Au sens où la cryopolitique, on sait bien qu'à un moment, les échantillons vont disparaître. Mais on essaye de repousser ce moment le plus tard possible. Euh, bon, et du coup, il y a toute une opération qui est de remplacer population et individu, qui sont les deux formes du vivant analysées par Foucault, par collection. Et ça, c'est tout un ensemble de travaux en STS depuis une vingtaine d'années sur c'est quoi la forme collection? Qu'est-ce que ça implique de mettre le vivant en collection? À ce moment-là, donc le savoir utilisé par la cryopolitique, c'est plus la psychiatrie qui donc produit la santé mentale ou l'hygiène qui produit la santé publique, c'est l'écologie qui pense la santé au niveau planétaire et l'espace dans lequel ça se réalise, ce sont des réserves de type muséal, c'est-à-dire des lieux où on conserve on va dire des collections justement pour préparer un futur potentiellement catastrophique. Euh, et les acteurs, alors c'est plus l'État, Providence ou Nation, c'est d'un côté des organisations internationales et de l'autre côté des associations locales en charge de la conservation. Voilà, donc je vous laisse discuter ce tableau et je me réjouis de cette discussion. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Bien, eh ben, merci beaucoup. Voilà, bon, bah, on a donc effectivement un tableau structural qui est structural d'ailleurs de différentes manières, mais c'est très foucaldien pour le coup, ton type de structuralisme, parce qu'il s'agit de repérer quelque chose comme un événement, en fait, Mhm. qui est l'événement même de la modernité, qui divise verticalement ces trois strates. Et s'il y a une invariance, c'est le caractère ternaire entre ces trois pouvoirs, disons. Voilà, donc c'est alors que dans une perspective plus lévi-straussienne, en général, c'est quatre, c'est pas Oui, deux. oui, enfin, oui. C'est alors Ouais. qu'effectivement, bah, tu pourrais d'ailleurs Oui, oui. Et faire d'ailleurs, j'ai l'événement oublié de dire, mais il y a des ontologies des scoliennes à gauche. Hein. associé. En gros, c'est naturalisme, analogisme et animisme. Oui, ouais, Mais j'ai pas tout à fait. totémisme. J'ai laissé tomber totémisme. Ah, Voilà. ah. Bon, non, mais en tout cas, ce qui est, je trouve intéressant, c'est font une méthode très focalienne de diagnostic d'un événement. Et l'événement en question, ce serait la modernité. En fait, la modernité Tout à fait. comme changement de régime de fonctionnement du pouvoir, et donc on va effectivement essayer de saisir plutôt les traces incidentes sur les déplacements que ça impose à une situation, disons, antérieure. Bien. Est-ce que je vous laisse déjà éventuellement poser des questions ou,
intervenir ici ou non, je n'ai pas du tout regardé. Même pas sûr de pouvoir le faire, mais je vais enlever momentanément. Oui, on peut revenir. Ouais, ouais, je pense que c'est monté. Ouais. Voilà. Ah non. Bon, en fait, il y a, bon, donc voilà, on enlève la petite boîte là. Bon, on va continuer notre conversation. Non, non, allez-y. Vendredi prochain parce que c'est moi qui Ah, très bien. organise avec une récupération de séminaire pour les politiques. Ah oui, bah, je suis désolé, vous allez l'entendre deux fois. Alors. Ouais, ouais. Et voilà, je voulais partager quelques considérations, quelques questions, parce que si je comprends bien, votre perspective elle nous aide un peu à élargir le cadre d'analyse qui est très focalisé sur l'anthropologie moderne. C'est ça. Il propose une reconstruction des systèmes modernes très centrés sur l'anthropologie. Et, et cela se retrouve aussi dans la façon avec laquelle il aborde les formes du gouvernement de politique. Et moi aussi, depuis quelques temps, j'essaie de faire un peu un travail similaire, pas centré sur les maladies infectieuses, mais afin d'élargir un peu les questions de la politique vers des questions écologiques Ouais. et à partir d'une perspective qui reste généalogique. C'est au moins on peut beaucoup approfondir par rapport à Foucault des liens historiques entre anthropologie et géographie. Ouais. Donc, toute l'attention qui vient sur la relation anthropologie-médecine peut être élargie à travers en ajoutant la géographie qui, comme si prenons un grand historien de l'anthropologie comme Lacan, c'est vraiment assumé que Ouais. tout au long du XIXe siècle, c'était vraiment difficile de séparer l'anthropologie de la géographie. La géographie était une science humaine. Ouais. Non, donc, je pense que dans ce cadre, tout ce que vous dites aussi sur l'effet pourquoi ignorer les études sur les zoonoses, les relations homme-animal, qui étaient déjà une certaine mesure, bien évidemment, abordées au cours du XIXe siècle, nous permet un peu retravailler cette histoire des technologies politiques d'une manière telle de mieux aborder aussi les enjeux actuels de la biopolitique. Et je pense que vous le faites déjà. Je propose un peu ces cadres d'analyse c'est bien compatible avec Oui, oui, tout à fait. Je crois que Foucault a une discussion avec le géographe Yves Lacoste. Non, le géographie, ça fait. Mais en même temps, c'est vrai que non, non. Et alors moi, je connais mal l'histoire de la géographie. Je connais des gens qui se passionnent pour ça. Et je pense en vous écoutant, alors d'une part au fait que la notion d'endémie est une notion géographique. C'est un savoir des milieux dans lesquels se diffusent des maladies. Euh, et justement, Ferhat Talan a travaillé sur cette notion de milieu, mais il faudrait que je regarde effectivement s'il a parlé de la géographie. Je crois qu'il a parlé de Vidal de la Blache, etc., bien sûr. Alors, il y a une référence, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un géographe qui a écrit directement sur la notion de zoonose. C'est Maximilien Sort. Alors, je le cite, je ne l'ai pas lu, mais ah, bah voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et c'est Gilles Barthelin qui a fait un livre intitulé Le hantement du monde, zoonose et pathocène, qui cite Maximilien Sort. Et donc, c'est un de ceux qui ont pensé le premier, le fait que, effectivement, il y a des réservoirs de pathogènes dans certains milieux. Donc, oui, oui, il faut intégrer ces savoirs-là, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
Bon, moi, j'aimerais bien te suggérer de revenir aussi sur cette question un petit peu de la participation Ah, et du rapport effectivement entre les humains et les animaux. Alors, peut-être du coup, d'accord. ça t'invite à reproduire du totémisme, je ne Ouais, sais pas. ouais, ouais. Mais parce que dans cette typologie que tu proposes, des trois types de pouvoir pour, encore une fois, diagnostiquer quelque chose comme un événement moderne, disons, il y a à chaque fois, c'est quand même important, je crois, de le dire, mais de manière différente, quelque chose qui se joue un peu dans la définition de l'humanité, Ouais. dans sa relation avec les animaux. Mhm. Et comme ça a été un point de départ, et ça reste pour toi un objet de Mhm. réflexion, parce que continue ces travaux sur les vibrules. Mhm. Donc je me demande dans quelle mesure ces réflexions que tu as menées entre les vibrules et les vispos autour de la question de l'identification Oui. paradoxale, Mhm. enfin, dans Ouais. l'apparence paradoxale, justement sous la forme par exemple du totémisme, des humains avec les animaux, qui pose problème, Ouais. puisque c'est le point de départ, malgré tout, disons, d'une certaine forme de la controverse structuraliste Ouais. entre, So Says the Story, il y a des gens qui pensent qu'il y a en fait une identification Mhm. des humains aux animaux à travers le totem, Mhm. et des discours qui viennent qui ne dit pas du tout. Il ne faut pas Mhm. regarder ça en termes d'identification, il faut regarder ça en termes de corrélation, de différence. Ouais. Et donc cette identification aux animaux, c'est plutôt donc la participation Tout à fait, ouais. à la vie brûle, avec la dimension des émotions aussi, qui est très Mhm. importante, du coup de l'affect, etc. Mhm. Versus, si on regarde les choses du point de vue de la corrélation des différences, au contraire, un aspect plus intellectualiste. Mhm. Donc là, c'est le cadre, pour le rappeler, le cadre général de la Mhm. controverse telle qu'elle a été présentée au début. Et bon, les originalités, je pense, de ton travail, c'est d'avoir essayé un peu de brouiller cette controverse, Mhm. enfin, cette répartition des rôles. Et bon, déjà, j'ai une petite question technique. Chasseur de virus, c'est une Mhm. expression que les acteurs eux-mêmes utilisent? Bah oui. Ah, on est d'accord, Bah c'est pas oui. juste toi, parce Ah que tu bah as l'air non. de dire oui. Ça s'appelle Sinon. eux-mêmes des chasseurs de virus. Donc, Oui, oui, oui. la notion de pouvoir synergétique est quand même fondée Ah sur bah oui. une auto-perception. Bon. C'est ça. Donc, voilà, donc ces chasseurs de virus, enfin, et les autres, hein, les pasteurs, bon, bah, ils ont tu l'as dit au moment des échanges de perspectives, Oui. enfin, en tout cas, voilà, ils ont des manières différentes hein, de négocier Mhm. effectivement leur identification et leur différenciation. Voilà. Et dans le cas du pouvoir souverain, la chose est plus obscure. Bah oui. Autant, évidemment, la différence du pouvoir pastoral et du pouvoir synergétique est assez claire dans cette question-là, mais avec le Mhm. pouvoir souverain, donc comment tu intègres toute cette affaire? Alors, bah, ta question est bien parce que j'étais étonné que tu ramènes la participation, mais ça m'oblige à prendre tout ça d'un peu loin C'était ça là. l'idée. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors, euh, l'idée, c'est justement de réintroduire dans les débats foucaldiens sur les techniques de pouvoir des relations humaines en humain, Mhm. puisque c'est ça qu'on fait nous, les anthropologues de la nature. Mhm. Euh, donc, le terme, effectivement, aujourd'hui, c'est identification. C'est le schème d'identification analysé par Descola dans Par de la nature et culture. Donc, à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, bon, votre discussion sur la santé globale, c'est bien, mais ça reste pris dans le pouvoir pastoral. Vous n'intégrez pas la dimension sauvage, c'est-à-dire cette capacité des virus à déborder depuis leurs réservoirs animaux. Et pour ça, il faut du pouvoir synergétique. Mais le pouvoir synergétique, c'est une autre forme d'identification humain non humain. Alors, à la fin, moi, j'arrive à dire, on pourrait presque dire c'est humain, domestique, sauvage. C'est des catégories qui sont pas très bonnes, hein, c'est des catégories modernes pour le coup. Mais disons, le pouvoir synergétique, c'est des techniques de pouvoir qui mettent en relation des humains et des non-humains sauvages, au sens où c'est dans la forêt. C'est le plus Mhm. simple, hein, au sens de la pensée sauvage, c'est dans la forêt. C'est pas. Le pouvoir pastoral, c'est des techniques qui mettent en rapport des humains et des non-humains domestiqués, c'est-à-dire Mhm. à l'intérieur de la maison. Mhm. Et puis le pouvoir souverain, bah, c'est la restriction des techniques de pouvoir quand il n'y a plus que l'humain face à l'humain. Et donc Dieu
comme pouvoir transcendant qui ne Mm. s'exerce plus sur aucun troupeau réel, mais qui s'exerce juste dans le face-à-face de l'homme et de Dieu. Mm. Et ce face-à-face de l'homme et de Dieu, ça c'est un moment un peu pas très naine dans les textes de Foucault, mais on voit bien qu'à un moment, il y a un transfert du face-à-face de l'homme et de Dieu au face-à-face du souverain et du criminel ou du supplicié. Le régicide, c'est toujours le Dieu potentiel, justement, celui qui peut prendre la place du roi, etc. Donc, donc il faut détruire le régicide parce que il est l'ennemi absolu. Il est celui qui peut prendre la place du roi. Mais en tout cas, dans le pouvoir souverain, on est entre humains. On a complètement exclu les animaux. Pas que, puisqu'il y a les dieux. Mm. Voilà, il y a des humains et des dieux. Et dans le pouvoir pastoral, on a des humains et des animaux domestiques. Et donc le problème, c'est qu'il y a une sorte de métaphorisation, au sens où on pense à partir du cas très particulier des brebis dans l'histoire de la société méditerranéenne, l'ensemble des relations aux animaux. Et puis le pouvoir cinétique, c'est beaucoup plus large, parce que ça inclut tous les autres animaux. Alors, du coup, ça c'est pour identification. Et c'est pour ça que j'utilise les trois catégories de Scola parce qu'elles sont pratiques. C'est-à-dire que le naturaliste, c'est le moment, effectivement, on a exclu les animaux comme non pertinents pour penser le pouvoir. Le pouvoir n'est plus qu'entre humains. Donc, s'il est entre humains, bah, à ce moment-là, tout ce qui résulte des techniques de pouvoir peut s'appliquer à la nature comme un ensemble neutre. Le pouvoir pastoral, c'est très proche de l'analogisme parce que le pouvoir analogiste, c'est qu'on relie tous les êtres par des savoirs de correspondance et quand ça échoue, on sacrifie. C'est très proche. C'est plutôt à partir de Granet et la pensée chinoise, mais c'est quand même très proche de ce pouvoir pastoral grec. Et puis le pouvoir synergétique, bah, c'est justement comment on fait pour intégrer ce potentiel sauvage, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur de la cité et qui essaye de rentrer, et quelles sont les techniques pour accepter que ça rentre ou que ça déborde, etc. Alors, après, tu poses une autre question, c'est la participation. Et c'est là où je suis plus totalement descolien, parce que j'essaie quand même de rester fidèle à Lucien Lévy-Bruhl. Lucien Lévy-Bruhl nous dit c'est pas seulement une identification, c'est une participation. Alors, une participation à quoi? Alors, il y a beaucoup de formules, hein. Cette participation, c'est un concept théologique, politique, mais la formule la plus simple, c'est de dire participation à un idéal. Peut-être rappeler la phrase de C'est le point de départ, les Oui, coraux sont alors, les arbres. voilà, c'est ça. Lévy-Bruhl dit en 1910, les Indiens d'Amazonie disent qu'ils sont des oiseaux, des perroquets rouges, des bourreaux. Et, donc, dans un premier temps, Lévy-Bruhl analyse ça comme du totémisme, et puis il voit que ça marche pas, et ensuite il fait 6 livres pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans ces techniques d'identification, justement humain non humain, et dit c'est la participation. Alors la participation, c'est un concept qui vient de Malebranche pour penser le rapport entre la partie et le tout. Et donc le tout, on peut dire, c'est Dieu, mais ça peut être aussi les idées au sens platonicien. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la participation, c'est pour ça que je reviens en ce moment à Lucien Lévy-Bruhl, Jean Jaurès, c'est que tous ces gens-là pensent la participation en rapport à des idéaux modernes. En fait, ils pensent la participation comme des modernes. Leur but, c'est pas du tout de devenir des non-modernes, parce ils sont encore dans le progrès, ils pensent il y a un progrès. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est justement, à partir des formes d'identification dans ces trois techniques de pouvoir, de penser ce qu'il y a, enfin, comment ils se transforment par la modernité. Et c'est pour ça que tu as raison de souligner au départ que c'est une matrice de transformation autour d'un événement qu'on appelle modernité. Et c'est pas un événement qui a eu lieu une fois. C'est pas 1789, la prise de la Bastille. L'événement dans ce livre, et peut-être ça changera plus tard, mais j'y suis quand même maintenant assez attaché. L'événement, c'est la réalisation des idéaux de justice et de vérité par un peuple, le peuple français. Mais en fait, ça devient conscient dans le peuple français, mais ça se réalise dans la philosophie allemande et ça s'actualise dans l'économie anglaise. Et c'est pour ça que la modernité, c'est le résultat de ces trois nations qui vont se répandre par le monde avec leurs techniques de pouvoir et les idéaux dont elles sont porteuses. C'est ça qui est intéressant dans le diagnostic socialiste de la modernité.
c'est qu'on renonce pas à la modernité. Mm. On essaye de comprendre l'histoire des techniques de pouvoir et en même temps, on essaye de garder les idéaux. Et c'est pour ça que dans mon tableau, là, les trois techniques de pouvoir modernes correspondent assez bien aux idéaux de liberté, de fraternité et de solidarité. Pardon, de liberté, d'égalité et de solidarité ou fraternité. Voilà, voilà. Alors, attends, restons un peu. Donc, participation chez les Vibrules, ça veut dire qu'on est et n'est pas quelque chose. C'est ça. Donc, il y a un rapport entre l'identité et la différence qui ne se distribue pas simplement dans identité à soi et distinction radicale. Donc, je suis et je ne suis pas. D'où le problème de la logique Oui, prélogique c'est un problème logique. qui préoccupe les Vibrules et que, évidemment, Lévi-Strauss va essayer de rattraper d'une toute autre manière en essayant de dire c'est vrai qu'il y a en fait une autre type de logique, mais au fond, c'est un peu la même et c'est une logique simple. Derrière, il y a du signe. Ouais. En fait, c'est le signe qui va régler, pour Lévi-Strauss en tout cas, le problème. Donc, être et ne pas être à la fois, Oui. quelque chose. Donc, l'attribution, on pourrait dire, la qualification, fonctionne d'une manière qui ne correspond pas, voilà, comme dit les dire en termes de niveau, au principe de non-contradiction. Être quelque chose, c'est pas être juste cette chose. Et c'est à la fois être et ne pas l'être. Et c'est la logique même de la qualification. Bon. Donc on voit bien que quand il est question ici des humains et des animaux, ça nous intéresse parce que, en fait, toutes tes histoires, c'est des histoires effectivement de comment négocier le être Et ne pas et ne pas être des animaux. N'est-ce pas? C'est le fait du commun et de la différence dont il est question, en particulier dans nos histoires de pandémie, de virus. Enfin, ton livre s'appelle Vivre avec les animaux au temps des virus pandémiques. Donc, c'est effectivement, c'est être et ne pas être ces animaux sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Et en même temps, il faut construire une sorte de différence un petit peu négociée et problématique. Donc, on pourrait lire ton tableau comme différentes manières d'organiser cette sorte de dialectique. Ouais. On pourrait dire, c'est un peu une sorte de dialectique au sens d'une tension, une polarité, où les choses ne sont pas stables. Ouais. Et il y a donc différentes manières de le faire. Ouais. Ce qui supposerait que, en fait, le pouvoir souverain est lui-même aussi une solution structurale à ce problème constitutif qui est c'est vraiment de l'anthropologie, au sens où l'anthropologie, c'est une théorie de l'humanité. C'est-à-dire une pensée de l'humain. Moi, par exemple, je pense que Eduardo Guerrero de Castro fait de l'anthropologie au sens où il s'intéresse aux différentes manières dont de l'humain se manifeste, se déclare. Et le perspectivisme est au fond une manière de penser l'humain, c'est ça qui compte. Mais ici aussi. Ici aussi, et donc on pourrait dire, c'est parce que la manière dont tu le présentes en partant du pouvoir souverain, à la fois est historiquement justifiée, je veux dire, du point de vue de l'histoire de la lettre ouverte est justifiée, mais du point de vue du contexte, disons, de justification ou de l'histoire, ça serait plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire, si on voulait faire une sorte d'histoire universelle, un peu à la biologie Guattari, les premiers, n'est-ce pas, c'est les sauvages. Bah oui, le pouvoir cinégétique. Le pouvoir cinégétique. Ensuite, le pouvoir pastoral, et puis finalement, le pouvoir souverain. Bon, peut-être qu'il en manque un, mais ça. Mais si on en reste avec les trois. Et donc, on voit bien effectivement que la souveraineté, si tu vas jusqu'au bout peut-être de ton hypothèse, la souveraineté apparaît elle-même comme une solution, en fait, au problème de la participation de l'humain à son monde. Alors moi, ça m'intéresse parce que le thème de l'année, c'est structuralisme et pensée du terrestre. D'accord. Et il y a une idée sur laquelle peut-être l'application de raisonnement, disons, structuraliste ou d'inspiration structurale pourrait mieux nous aider à comprendre la situation contemporaine et notamment l'exigence où nous pouvons nous sentir de prendre en charge une dimension terrestre de notre existence. Et bien, quelque part, la terrestrialité, là, elle a à voir avec cette question de la participation au sens de l'impossibilité et de différencier et d'identifier complètement. Et donc, tu ferais, de ce point de vue-là, une sorte d'analyse structurale des formes de pouvoir terrestres, au sens où la terrestrialité, c'est une forme de continuité différenciée, parfois même asymétrique, et le pouvoir souverain serait donc le dernier. Donc, on pourrait effectivement utiliser ton schéma pour faire une sorte de théorie de l'événement moderne. Alors, bon, voilà, ça c'est pour le sous-jacent. Alors, si j'ai bien compris la réponse que tu as donnée ensuite en invoquant disons, les traditions socialistes qui viennent de Lévi-Bruhl et de ces gens-là, donc si j'ai bien compris, en fait, ces gens-là
ce qu'il cherche, et c'est vrai que c'est clairement le cas, y compris chez Mauss d'ailleurs, Hmm. mais chez Lévi Brühl, euh, ce qu'il cherche, c'est ouais, une sorte de synthèse entre la modernité et la pré-modernité. Ouais, Et ça, chez Auguste Comte, qui t'a aussi beaucoup intéressé, c'est pareil. bah oui. C'est-à-dire, au fond, il voudrait une modernité bah, sans séparation, au fond. Il voudrait une modernité sans une transcendance de l'humain Ouais, par rapport à son monde, hein. Enfin, une bah oui. modernité inclusive, on pourrait dire, ou une modernité intégrale, c'est-à-dire Ouais. qui mettrait. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ça voudrait dire que cette perspective, donc socialiste, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, mais c'est aussi une perspective, au fond, éco-socialiste, c'est-à-dire Oui, qu'elle implique de remettre. Alors, j'imagine que c'est le cas chez Auguste Comte d'une certaine manière. un peu, ouais. Bon, il y a quand même pas mal de morts, il y a les morts, Oui, il y a beaucoup oui. d'entités qui vont au-delà, Puis il disons, y a même les vaches folles. Elle est vache folle. Bah oui. Bah, Je vais lui raconter ça. Mais ouais. donc, voilà, chez Auguste Comte, on voit bien cette idée sur laquelle il faut réconcilier l'affect et la raison, la modernité et la prémodernité, la religion et la science, et que c'est ça la religion positive ou le Hmm. positivisme. Il faut trouver une C'est ça. réconciliation globale. Ouais. Donc, donc c'est peut-être ça ta quatrième case quelque part qui manque. Ah, la religion? Non, 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 l'écosocialisme, enfin, Ah, l'écosocialisme. le D'accord. pouvoir, Ouais. tu vois, le truc d'après, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. quelque D'accord. chose, un pouvoir, bon, j'en sais rien. La terre, la terre. Oui, en tout cas, voilà, quelque chose qui proposerait. Alors, c'est vrai, c'est plutôt une synthèse entre les deux colonnes qu'une Oui. synthèse. Mais enfin, en tout cas, je comprends bien, voilà. C'est ça l'idée, c'est que cette division nous laisse sur une question pratique, Hmm. politique, éthique, spirituelle, etc., qui est comment tenir ensemble finalement les deux bords, ne pas accepter euh, de devenir moderne sans perdre ce que la modernité nous ferait perdre de manière illusoire. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas cesser d'être prémoderne, mais en même Hmm. temps, on est obligé de l'être. J'ai bien compris hein, ce que tu Hmm. suggérais avec tes recherches, parce que Frédéric a écrit un livre sur l'affaire Dreyfus. Hmm. Il y a beaucoup de réflexions sur ces questions. Je continue à travailler Et d'ailleurs. voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de réintégrer ce que tu nous as présenté dans un peu l'histoire longue Hmm. de tes réflexions autour de la participation Ouais, comme étant un des lieux critiques, disons, de mise à l'épreuve du structuralisme ouais. dans son contexte, disons, des courants théoriques contemporains. Voilà. Peut-être qu'il faut assumer que derrière tout ça, il y a ce problème de la Oui, participation et que oui. ces différentes solutions, pour parler Oui, comme Lévi-Strauss, ces différentes solutions à un problème et que la structure vient du fait qu'il y a un problème qui est intrinsèquement insoluble, tout son oui, caractère dialectique, le oui, problème de commun et distingué, le oui, problème de vraiment l'humanité face à ses semblables, oui. et qu'il faut à la fois le faire, mais on ne peut pas le faire. Et donc, il y a peut-être une sorte Ouais, de jeu transformationnel qui tient au caractère aporétique, fondamentalement aporétique du problème. ouais. Tu vois ce que je suggère? Une Alors, en fait, sorte de lecture en clé lévi-straussienne de cette dans, construction. dans cette présentation, il manque un tableau, parce que Donc, toujours un tableau, c'est ça qui est bien. bah, non, parce qu'il y a une autre présentation où je Ah, le mets, mais oui, ah, mince. du coup, c'est encore plus lourd. Et alors, j'ai présenté ça à des collègues américains, ils étaient horrifiés. Parce que ça faisait trois tableaux. Là, j'en ai deux, là. Je vous ai épargné, hein. Nous, on n'a pas peur des tableaux. Mais le premier tableau, c'est celui qui est dans l'introduction de mon livre de 2010, là, que tu as cité, Un monde grippé, qui est un tableau, alors pour le coup, des contradictions que doivent résoudre les microbiologistes dans des crises sanitaires. Mhm, Et c'est un tableau que j'ai beaucoup construit en discussion avec Luc Boltanski, quand il mhm, faisait la condition fétale. Parce que l'hypothèse, vraiment au tout départ de mes recherches sur les risques alimentaires, c'était de dire, pour pouvoir manger, nous devons séparer deux choses ou deux perceptions de la même chose, ou deux représentations de la même chose, qui est l'animal dans l'assiette et l'animal dans le pré. mhm. C'est pour ça que la vache folle, c'est la contradiction où on a la même, on a la jolie vache dans le pré et on a le steak dans l'assiette. Et en fait, c'est la même chose, c'est la vache folle. C'est la vache qui nous rend fous parce qu'elle a attrapé un pathogène qui va nous rendre malade.
Et donc, je faisais l'hypothèse, c'est très structuraliste parce que ça vient de la pensée sauvage, que le rôle des microbiologistes, c'est de séparer ces deux pôles, hein, de mettre beaucoup d'intermédiaires entre l'animal dans l'assiette et l'animal dans le pré. Bon, le problème, c'est que donc j'avais là aussi j'avais l'axe vertical et l'axe horizontal que j'ai repris ensuite pour la pensée sauvage et pour cette discussion. Le problème, c'est que du coup, c'est tout le problème j'utilisais même la notion de dissonance cognitive, c'était très universalisant. Ça universalisait, ça marchait bien, ça marchait à Paris, ça marchait à Hong Kong, parce qu'effectivement, dans tous ces lieux, les experts, il y avait une crise sanitaire, ils disaient, ah super, on a trouvé le virus, ensuite vous avez les souverains qui allaient manger de la vache ou manger du poulet en disant, c'est bon, on contrôle, vous pouvez repartir, et donc c'était une machine pour reproduire de la confiance des consommateurs dans ce qu'ils mangeaient. Bon, le problème, c'est qu'avec ça, on ne dit pas grand-chose justement sur le terrestre, pour prendre ta question. Et donc, ce qui m'intéresse dans revenir à la biopolitique, c'est justement bah, qu'est-ce qui se passe quand le bios, c'est des vivants sur des territoires. Et donc là, on n'est pas dans un, c'est beaucoup plus proche de ce que fait Lévi-Strauss à la fin des mythologiques, où il récapitule les mythes, où il dit, ben voilà, on est passé d'un mythe à un autre, etc. Mais c'est pas l'engendrement, c'est pas l'engendrement de la signification d'un Mm. mythe. Mm. Euh, mais effectivement, ce que j'essaye de faire ici, c'est quand même de dire, bon, à partir de cette hypothèse sur comment bien manger, par exemple, pour prendre une phrase de Derrida, qui a très bien pensé les virus, le souverain, etc. Comment on peut engendrer plusieurs formes stables. Donc le pouvoir synergétique c'en est une, et c'est ça qu'ont étudié des scolaires Vivros et Castro, c'est-à-dire les techniques par lesquelles des sociétés cannibales arrivent à prendre le point de vue de l'ennemi pour justifier qu'on tue l'animal. Et entre parenthèses, c'est aussi ce que dit Lévi-Strauss dans le texte sur la leçon de sagesse des vaches folles, dont ils se sont inspirés tous les deux. Et puis ensuite, il y a le pouvoir pastoral, effectivement, avec une forme du territoire qui est très différente justement de ce lieu d'abondance qu'est Mm. ce que des scolaires appellent la nature domestique, c'est-à-dire en gros la maison, quoi, la maison autour de laquelle il y a des jardins, des perroquets sur le toit, etc. Et puis ensuite, effectivement, cette troisième forme qui est euh, alors le territoire, justement, donc il y a le réservoir, en quelque sorte, le réservoir d'abondance, le troupeau et le territoire, c'est ces trois formes de terrestrialisation Mm. De à mise en partir espace, oui. de mise en espace à partir d'une contradiction. Alors, du coup, pour ta question sur les socialistes, là, Juste un point sur le pouvoir souverain, il ne s'exerce pas uniquement, à vrai dire, je pense, d'humain à humain, ni même de Dieu à humain. ouais, Je pense ici au procès contre les animaux, au moment bah oui, précisément des. bah oui, Et donc là, il y a des formes, effectivement, de supplice, hein, oui, des c'est formes de vrai, ouais, supplice. Donc je pense que le pouvoir souverain, le moment, il doit y avoir une histoire précise ouais, à faire de ça, mais le moment à partir duquel le pouvoir souverain ne peut plus s'exercer que sur des humains, à mon avis, est tout à fait datable et il est postérieur à l'émergence de la modernité. Enfin, ouais. voilà, puisqu'on a encore des procès pour les animaux, si je me rappelle bien, au XVIIe siècle. Mm, mm. Donc c'est bref, Bon, autre match. il faut reprendre ce Mais dossier-là, ce que je veux dire, effectivement. c'est que Ouais. ça confirme, enfin ça confirme, ça donne pas des démonstrations, ça c'est plutôt des figurations, mais ça contribue à l'idée selon laquelle ces différents types de pouvoirs que tu isoles, encore une fois, sont des réponses à une problématique fondamentale qui est celle du commun Oui, oui. différencié. Ouais. Donc il y a trois formes Il y en de. a au moins trois. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, le problème, pourquoi j'en rajoute trois? Pourquoi je rajoute trois formes modernes aux trois formes prémodernes? Ah ben ça, je comprends, mais moi, je comprends. Bah, oui, mais du point de vue structurel, enfin du point de vue justement de la contradiction là, qui engendre différentes formes de médiation. En fait, c'est pas évident de passer par par des formes modernes. Alors, euh, la raison pour laquelle j'introduis des formes modernes, c'est que je dépends intellectuellement de la solution socialiste du problème, Mhm. qui est de dire il y a un lieu et un temps où les contradictions sociales se sont résolues, et c'est en gros l'Europe
de la fin du XVIIIe siècle. Ok. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'était élaboré jusque-là avec des techniques de pouvoir est arrivé à la conscience de soi. C'est ça qui est incroyable dans la façon dont les socialistes, donc fin du 19e, pensent la Révolution française. C'est le- c'est des techniques de pouvoir qui arrivent à la conscience de soi et donc qui se justifient et qui formulent des idéaux de justice. Mhm. Alors, du coup, à mon avis, on peut comprendre ce que fait Foucault, en fait, c'est qu'il part du pouvoir souverain et dit, ouais, mais regardez, ça donne aussi de la discipline. Donc, il y a toujours un petit écart, c'est ce côté critique, hein, un écart entre Mhm. entre la technique de pouvoir et sa justification moderne. Alors là, le pouvoir pastoral, il vient de la biopolitique un peu plus tard, justement, la cryopolitique, c'est une justification de ces techniques de chasse qui arrivent très, très tard. Et moi, je date soit de l'invention du musée, soit de l'invention de la chaîne du froid. Enfin, je n'ai pas encore tout à fait stabilisé ça. Mais en tout cas, le point, et je suis conscient que c'est à la fois le pari et la fragilité de la construction, c'est que ça repose sur cette idée d'un moment de conscience. Ok, bon, ben, je te laisse la responsabilité de cette manière de voir, mais parce que tu pourrais voir, enfin moi j'avais interprété ce que tu proposais d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire c'est plutôt une manière de dire, bon, ça c'est très foucaldien comme démarche, une Ouais, analyse structurale particulière qui est structurale, qui est celle de Foucault, encore une fois, qui cherche à repérer un événement à partir d'une série de déplacements. Donc en l'occurrence, l'événement, c'est pas un fait, c'est un déplacement structural. Et donc, c'est un petit peu ce que tu fais. Donc, l'événement, oui, en oui, l'occurrence, oui. c'est la modernité. Voilà. Et l'idée, c'est que on peut repérer cet événement, comme le fait Foucault quand il dit il y a l'analyse des richesses qui devient économique. Enfin, il y a la Voilà, série ouais, ouais, biologique, la série économique et la série ouais. linguistique. Et puis, dans les trois, on voit les mêmes transformations. Donc, ça veut dire qu'il y a un événement. Voilà. Et ça, donc, tu pourrais avoir exactement le même type d'argument, c'est-à-dire Oui, que c'est une mais histoire structurale de la modernité. Et évidemment, je oui. comprends très bien le point de vue qui consisterait, là, c'est un point de vue engagé Ouais. qui consisterait à dire il faut être à la fois des deux côtés de Voilà. cette. Ça, je comprends Exactement, très bien. Pas exactement. obligé d'avoir d'ailleurs Tout une à théorie fait. sur la conscience, mais Tout à fait. il faut avoir l'idée qu'il faut être des deux Des côtés. deux Mais ce que je côtés, trouve ouais. très intéressant, c'est Mm. de dire la modernité n'est pas une sortie de la matrice anthropologique profonde Exactement. qui est celle du problème du commun différencié. Donc, Exactement, ouais. et d'une certaine manière, ce serait un argumentaire pour dire, vous voyez, Oui. en fait, il y a le même, il y a la même structure du problème, Ouais, ouais. mais avec effectivement des contenus différents. Ce serait une Ouais, ouais. analyse structurale complète du problème de la modernité, Ouais, avec un ouais, engagement, si tu tiens, un engagement normatif, ouais. qui est effectivement, bon, le problème de la modernité, c'est qu'elle croit sortir complètement. Or, en fait, elle ne sort Voilà. pas. Je vous montre d'ailleurs, Oui, d'un point oui, de vue oui. structural, que ça marche toujours pareil, Mm. même avec des contenus différents. Et en même temps, eh ben, du coup, il faut réconcilier les deux côtés. Donc ça, il faut inventer la case vide, Ouais. l'élément surnuméraire, la Tout à fait, torsion ouais. canonique qui serait l'écosocialisme Ouais. à la Auguste Comte. Voilà. Mais il y a une Ouais. question de Vivien Gier Oui, en puis. ligne à qui je vais donner la parole si jamais il nous entend. Vivien, ouais, Ouais, je ouais. te vois. Moi, j'avais une question en vous entendant Ah, bah, parler de ce dépassement-là et puis des divisions internes à chaque époque ou à chaque événement. Ouais. Et bon, vous avez très bien montré comment la biopolitique elle-même se divisait, ou du moins ses interprétations se divisaient, notamment mais ce pôle progressiste et puis ce pôle de disons, de domination de la vie qu'on trouve du côté d'Agamben. Et en même temps, c'est des divisions qui vont avec différentes manières de concevoir le temps et l'espace de manière sociale et historique. Donc, Mhm. il y aurait le côté plutôt marxiste, avec une dialectique un peu bizarre chez Negri, ou une conception plus catastrophique chez Agamben. Et je me demandais si le pouvoir synégétique se divisait lui aussi, Mhm. et quel type de division on pouvait retrouver à l'intérieur de ces... enfin, quelles tendances divergentes on pouvait trouver à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il y a différents types d'espace ou de temps qui iraient l'un contre l'autre à l'intérieur de ce pôle-là? Voilà. Je ne sais pas si c'est pertinent. Ben, euh,
Ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est que le biopouvoir se divise, ça c'est clair. Mhm. J'ai remis la slide derrière. Le biopouvoir se divise entre son axe plutôt sacrificiel et son axe plutôt progressiste. Ouais. Mais en fait, pour atteindre cette division, disons que je mets, euh, parce qu'en termes de conception de l'espace, justement, euh, en fait, je crois que j'ai manqué le début de votre question, mais c'était Parce que tu as ça. deux axes dans ton pouvoir pastoral. Ouais, Tu as montré qu'il y avait, bon, à Maigret et à Gambetta, tu as un petit ouais, peu systématisé cette opposition ouais, ouais, en la symétrisant, etc. Et ouais. donc, je pense que si je bien compris la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose comme ça, comme différentes manières d'aborder la Pour le question du pouvoir pouvoir synergétique. Du synergétique? coup, on arrive à 4 cases. Oh, pas forcément. Ça ferait, Pas ça ferait deux et forcément. deux. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que le schéma que j'ai fait avec Agamben et Negri, c'était pour montrer justement que chez Foucault, le biopouvoir, c'est une matrice. C'est c'est, euh, euh, c'est une matrice qui permet de distinguer le pouvoir, l'anatomopolitique sur l'individu et la biopolitique des populations. Et que cette matrice, bon, Agamben et Negri, justement, l'ont divisée au sens où ils l'ont tirée dans des directions contradictoires. Alors, est-ce que le pouvoir synergétique pourrait être divisé comme ça? Euh, Justement, si on voulait réintroduire deux cases, ce serait la différence entre l'animisme et le totémisme. Parce que c'est là où l'opération de Povinelli m'intéresse, parce que on pourrait dire soit vous êtes dans des collectifs animistes et vous avez des chasseurs qui prennent le point de vue de leur proie, soit vous avez des collectifs totémistes et vous avez des traces d'ancêtres. Et là, on aurait une division, parce qu'à partir du même problème de comment je fais pour construire justement des réservoirs d'abondance avec des êtres qui prolifèrent un peu partout, mais que je peux pas ramener dans un cadran comme les analogistes, il y aurait ces deux possibilités-là. Mais moi, j'ai préféré les rabattre l'une sur l'autre. Mais voilà, je garde en tête votre question parce qu'elle elle a l'air. Peut-être qu'il y a un axe pareil entre Chamaillou et Membé, par exemple. Comme il y a entre Oui, Négri oui, et oui, tout à Agamben. fait, tout à Je fait. crois que Ouais, c'était ouais, ça la Ah, suggestion, d'accord, je d'accord, pense, ouais, hein, ouais, si j'ai ouais. bien compris. Entre l'Afrique et le. Oui, Il y a oui. différentes versions de ce. Ouais, 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 ouais. Oui, alors j'avais deux questions, mais courtes et simples. La première, c'est vous montrer les mutations du biopouvoir. D'abord d'un biopouvoir où le pouvoir de l'homme s'applique à l'homme lui-même, puis s'applique de l'homme à l'animal. Bon, domestique. Voilà. Et ma première question, c'est est-ce qu'il existe aussi des modalités du pouvoir de l'animal envers l'animal? Il y a aussi des formes de prédation, Ouais, etc. Ou de l'animal carrément envers l'humain. On ouais. tendrait à montrer les infections, l'animal qui nous infecte, etc. Donc, est-ce qu'on peut penser le biopouvoir autrement qu'avec l'homme qui est le nœud de Oui, ce pouvoir et qui le distribue d'une oui, manière ou d'une oui, autre? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, il me semble que dans votre perspective, on pense la vie à partir du pouvoir. oui. Est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, penser le pouvoir à partir de la vie Mhm, et se dire que les mutations du biopouvoir mhm. répondent en fait à des nécessités qui seraient des nécessités de la vie, qui pour se rééquilibrer euh, dirigeraient le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ayant peur de voir l'espèce disparaître, elle l'analyserait, Ouais, ouais. etc. Oui, 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 tout à fait. Merci, c'est des bonnes questions. Alors, technique de pouvoir, il faut vraiment le prendre en un sens très large, hein, c'est-à-dire, Foucault appelle ça conduite des conduites, mais si on est motien, on peut dire habitus, on peut dire effectivement pratique, pratique schématisée, par laquelle un corps agit sur un autre corps. Donc voilà, alors, faut élargir cette notion. C'est-à-dire quand Foucault dit technique de pouvoir, c'est qu'il a
Il a en mémoire Marcel Mauss, André-Georges Vaudricourt et tout ça. Donc c'est pour ça que si le débat autour des techniques de pouvoir dans le milieu foucaldien se restreigne à un horizon un peu humaniste, en disant souvent d'ailleurs c'est très mal parce que ces techniques de pouvoir animalisent les humains, nous les anthropologues, on n'a pas de problème à dire bah oui, c'est normal d'animaliser les humains. Les humains font ça en permanence, de s'animaliser les uns les autres, puisque la coupure humain-non humain est la matrice à partir de laquelle on pense l'ensemble de nos relations. Alors, de ce point de vue, votre question sur est-ce qu'on peut penser des techniques de pouvoir des animaux sur les animaux ou les animaux sur les humains? Bah, en fait, le pouvoir synergétique, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on cesse de penser l'humain au-dessus des autres animaux, qui résulte de 3 000 à 4 000 ans de pouvoir pastoral, disons, parce qu'on se pense tous un peu comme des bergers de l'être, comme disait Heidegger, bah, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est un une des ambiguïtés riches de la notion de prédation, c'est qu'aujourd'hui, la notion de prédation, c'est devenu un terme extrêmement négatif pour dire c'est un pouvoir par lequel l'Occident nie l'humanité des sociétés colonisées. Mais en même temps, c'est l'idée justement, c'est tout l'intérêt des années de Chamaillou et de Lemay, c'est que quand des sociétés européennes arrivent dans des sociétés où la chasse est une pratique normale, bah, elles adoptent des techniques de chasse et qu'elles essayent d'hybrider avec leur technique pastorale. Donc en ce sens, les... c'est un domaine un peu touchy en France parce que les sciences sociales se sont séparées des sciences du vivant. Donc, enfin, Philippe Descola n'hésite pas à discuter avec des primatologues ou des éthologues pour savoir comment des relations entre primates ou des relations entre oiseaux mobilisent des schèmes que lui qualifie d'animistes, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Euh, la question de savoir si les techniques de pouvoir mutent ou se transforment en fonction des mutations du vivant lui-même, si j'ai bien compris la question, hein. C'est intéressant parce que là, on est dans un cercle un peu compliqué où soit on est humaniste ou comment dire, sociocentrique, et on dit il n'y a rien de tel que des mutations du vivant. Les mutations du vivant sont pensées par des humains qui projettent leur modèle sur le vivant. Soit on est, comment dire, positiviste, on va dire positiviste, et on se dit, bah, effectivement, les sciences sociales arrivent après les sciences du vivant, donc elles s'inspirent de schèmes de relations qui sont étudiés par les sciences du vivant. Donc, en ce sens, moi, je suis plutôt positiviste, je crois. Quand les biologistes nous disent, il y a des mutations permanentes de virus, et avec des techniques d'ADN, on peut les suivre, etc. Effectivement, ça doit changer nos techniques de pouvoir. Et en même temps, je suis anthropologue social, donc je me dis oui, mais en fait, si les biologistes nous disent qu'il y a des techniques, comment dire, qu'il y a des mutations permanentes des virus et qu'il y a des techniques pour les suivre, c'est parce qu'il y a des bases de données qui permettent de comparer ces techniques et tout ça. Donc c'est une question compliquée mais intéressante. Et donc enfin, il y a une question ontologique qui est de savoir si le vivant est avant le social ou l'inverse. Et j'ai pas encore décidé. Et tu peux le voir un petit peu autrement, c'est un peu ce que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais. que penser non pas la vie à partir du pouvoir, mais le pouvoir à partir de la vie, c'est un peu ce que je suggérais tout à l'heure en Voilà, ouais. disant il y a une problématique structurale, anthropologique absolument universelle qui est en fait à voir avec la condition terrestre, Oui, qui est oui, celle de oui. la communauté et de la différenciation. Oui, Et les techniques de pouvoir n'apparaissent que comme des manières de résoudre ce tout à problème, fait. qui est un problème. Alors là, c'est Lévi-Strauss qui gagne, enfin, c'est les Mhm. mêmes d'ailleurs, Lévi-Strauss et Lévi-Strauss sont Ouais, d'accord à ce moment-là, mhm. qui est un problème, oui, on peut dire fondamentalement ontologique, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a une contradiction, ouais, il y a un problème, quoi, il y a un ouais, problème, ouais, et le pouvoir est une des manières, enfin, les différentes manières de faire, ouais, on ouais. pourrait appeler les techniques de pouvoir différentes manières de faire, Mhm. dans leur différenciation structurale, montrent que, il y a quelque chose, une sorte d'originaire dans le problème de la Ouais, perception de la continuité, de la différence, ouais. de même et de l'autre. Donc, ça te donne une anthropologie tout à fait générale. Bon, soit dit, tu as une quatrième case, je ne peux pas m'empêcher de Ah, te la d'accord. suggérer quand même, quoi, parce que Quatrième. tu as une quatrième case que tu n'as pas, qui est plutôt un pouvoir, on pourrait dire, tellurique. Et D'accord, toi, tu ouais. parlais du totémisme. Ouais, 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 je vois.
Et là, c'est assez frappant parce que tu cites Povinelli et tous ces gens-là, ouais, mais moi, je pense aux travaux de aussi Marisol de la Cadena ouais, sur, qui sont qui décrit Marisol de la Cadena dans un livre qui s'appelle Earth Beings, qui décrit en fait une formation politique, hmm, celle qu'elle appelle l'Aliou, qu'il appelle, c'est un mot quechua pour désigner une communauté localisée. ouais, Mais c'est la montagne, mais c'est la montagne non pas comme objet géologique, mais la montagne comme effectivement ensemble solidaire pour le coup de vivants humains et non humains et de non-vivants. Ce hmm, sur quoi Povinelli insiste, c'est-à-dire cette espèce de cycle dans lequel le non-vivant est aussi en même temps lié au vivant. hmm, Et là, ça a à voir avec une dimension effectivement tellurique, donc c'est pas ouais, du tout la même logique que la logique, disons, perspectiviste hmm, de la prédation. C'est pas animiste, hmm. voilà, C'est juste, ouais, c'est pas des interactions sociales avec des ennemis potentiels ou des proies. hmm, Euh, c'est un, c'est d'où là d'ailleurs nous vient les histoires de Pachamama, etc. C'est ce type de ouais, cosmologie. Bon, et ça implique un type de pouvoir tout à fait différent, ouais, qui suppose des délégations hmm, particulières. Donc les leaders sont des délégués qui parlent avec la vie. C'est pas du tout le pastorat, bref, c'est autre chose. Donc à la limite, si tu voulais faire 4 cases pour avoir une belle structure, Et tu pourrais ça va venir parce que je m'intéresse après, puis au. tu serais pas mal parce que tu aurais tous les continents, tu vois, parce qu'avec la Oui. souveraineté, bien sûr, ce serait, on va dire, l'Europe. Hmm, Bien sûr, ça ne marche pas, mais tu vois, ouais, ouais, ouais. pastorat qui serait l'Afrique. Enfin, bon, ça pourrait t'amuser. Bah, oui, le pouvoir tellurique, c'est plus L'Amérique, c'est effectivement très bien, c'est très bien. peut-être les Andes et peut-être l'Australie. C'est aussi Non, mais ça, en tout bien cas, moi, sûr. je vais travailler maintenant sur les arbres, le sol. Enfin, je vais élargir un peu aux animaux parce que je suis quand même très dépendant de cette hypothèse animalo-centrée. Et donc, le vivant, au sens de vivant, c'est ce qui bouge, quoi. Ouais, mais les C'est fossiles, ce n'est-ce qui se. pas? Oui, oui, non, c'est Les ça. fossiles, c'est Oui. comme on sait, c'est du Notre vivant. solidarité avec les C'était un des fossiles est grands beaucoup arguments de plus Povinelli. Le fossile, difficile c'est à du penser. vivant. Ouais. Donc il y a quand même Ils sont dans le un musée. passage permanent du Mhm. vivant Ils et sont de dans le musée. Dans la Et ils dernière sont case dans le en musée, bas. ils son sont dans le musée, musée. c'est vrai. Et il n'y a pas besoin de les congeler. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça va venir. Allez, hop, Mais juste pour, une petite quatrième case. sur cette coupure-là, biologie, sociologie ou le pouvoir et le vivant, je voulais quand même rajouter un point pour aller dans ton sens, Patrice, c'est la psychologie. Au fond, Hmm. le problème qu'on a avec Lévi-Strauss et cette hypothèse de l'esprit humain sur laquelle on a beaucoup discuté, c'est que l'esprit humain, en fait, c'est un espace intermédiaire Hmm. entre le vivant et le pouvoir, en fait, ou entre la biologie et la sociologie. C'est ce que dit Hmm. Auguste Comte, hein, la psychologie, c'est un espace intermédiaire entre les deux. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne une société si vous n'avez pas accès à la singularité de chaque individu. Il faut faire des hypothèses qui rendent compte de la psychologie ouais, des individus. Et ça, justement, je pense qu'on peut intégrer cette dimension, et ça, à mon avis, ça répond tout à fait à la discussion qu'on vient d'avoir. Parce que, au fond, savoir si c'est le pouvoir qui est premier ou la vie qui est première, au fond, et là, ça va aller dans ton sens, ce qui est premier, c'est les problèmes. Voilà. C'est les problèmes que les humains, alors il se trouve que nous, on est humains et qu'on pense avec des humains, mais tous les vivants se posent des problèmes, et peut-être même que les étoiles se posent des problèmes. Mhm. Mais donc, la psychologie, il ne faut pas du tout le prendre. Et ça, c'est mon désaccord avec mes collègues anthropologues qui pensent que, une fois qu'ils iront voir les cognitivistes, ils vont leur donner des modèles de comment pensent les humains. Ça va s'appliquer partout. Il faut voir la psychologie comme une matrice de problèmes. Ça va tout à fait avec ce que tu dis. Alors, ce qui m'intéresse dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que ces problèmes, c'est pas juste des problèmes de distribution cognitive, Hmm. c'est des problèmes de différenciation humaine en humain. C'est des C'est quand problèmes même dialectiques. C'est ouais, ça c'est le pas une mot dialectique, qu'utilise exactement. Lévi-Strauss lui-même, c'est des C'est quand problèmes même le dialectiques. problème central, parce avec humain non humain, on peut penser tous les autres problèmes. C'est ça l'idée. En tout cas, derrière une structure, il y a un problème au sens Ouais. d'une aporie constitutive, quoi. Et Mm. que le jeu transformationnel est en fait le parcours du problème et de l'impossibilité en fait de l'épuiser. C'est vraiment la thèse de Lévi-Strauss sur Mm. la structure. C'est ça que je suggère. Ça marche assez bien avec ta proposition. Bien, bon, on va conclure. C'est à 20 heures, du coup. Ouais, on a fini, ça y est. Merci. Beaucoup dehors, donc on va conclure. Voilà, bon, on dit au revoir à tout le monde et on se retrouve, je ne sais plus quand, mais je vais quand même.